Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 11 octobre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode, des entreprises proposent des plans cafétéria qui permettent aux employés d'échanger une partie de leur salaire contre des avantages extra-légaux. Pour certains, c'est une bonne manière de leur permettre un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Pour d'autres, comme Michel Silin, professeur en psychologie du travail à l'ULB, c'est une fuite du travail. Ce qui va caractériser le salariat, c'est que j'échange comme employé ma force de travail, ma liberté contre un salaire. IKEA fête ses 40 ans en Belgique. L'occasion de revenir sur les stratégies marketing utilisées par la marque lors de son arrivée au plat pays et les objectifs futurs de l'entreprise suédoise, notamment au niveau digital analysé par Jean-Claude Jouret, professeur en marketing à l'ISTEC et l'ICHEC. Et il y a un renforcement mutuel entre les deux canaux de distribution, donc la distribution physique et la distribution à distance. Les portes ouvertes du secteur de la santé, les problèmes budgétaires des pays européens et la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine, restez à l'écoute pour votre plein d'actualité et d'analyse. Z sur 7 à la une. Certaines entreprises proposent des plans cafétéria permettant d'échanger une partie du salaire contre des avantages extra-légaux tels qu'une voiture, un ordinateur, des jours de congé, etc. Selon Acerta, la demande pour ces congés a doublé en un an, reflet d'une quête d'équilibre entre vie privée et professionnelle. Ce qui va caractériser le salariat, c'est que j'échange comme employé ma force de travail, ma liberté contre un salaire. Michel Silin, professeur de psychologie du travail à l'Université libre de Bruxelles. Et ici, quelque part, je veux récupérer un peu de liberté en étant finalement un peu moins bien payé. C'est un phénomène qui, à mon avis, ne nous alerte pas sur des problèmes de déséquilibre qui seraient rattrapés ainsi, mais qui nous alerte peut-être plutôt sur ce que signifie travailler. Ce sont chez les plus de 55 ans et les moins de 25 ans que ces jours de congés supplémentaires sont les plus demandés. Michel Silin à nouveau. Une des choses importantes, c'est la difficulté précisément que ces jeunes ont de se projeter comme futurs pensionnés. Non pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce que l'accès à la pension devient de plus en plus incertain. Le discours social dominant est effectivement que cette pension risque un jour de disparaître et eux se projettent dans cette réalité. Ils vont déjà chercher leur espace de liberté qu'ils ne peuvent pas anticiper au terme de leur carrière. L'enjeu pour les entreprises aujourd'hui est clair, le bien-être au travail. Michel Silin. La question que je pense que les entreprises devraient se poser, c'est comment je peux reconstruire du sens ou construire du sens dans l'activité de travail. Comment est-ce que les travailleurs peuvent se sentir, les travailleurs et les travailleuses bien sûr, peuvent se sentir bien. Z sur 7 à la une. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'INAMI et le SPF Santé publique ont tenu hier après-midi une journée porte ouverte. Au programme, visites guidées, conférences et conseils. On écoute l'organisatrice de cet événement, Véronique Guenne. Souvent, les personnes estiment à tort qu'on recrute uniquement des médecins et des infirmiers, mais ce n'est pas le cas. On a besoin de plein de profils différents, des experts scientifiques, des profils administratifs, des communicateurs, des juristes, des comptables. Enfin, c'est très, très diversifié. Le secteur public cherche 350 nouveaux collaborateurs, principalement dans le secteur de la santé. Mohamed Ferroudji, médecin. Dû aux pénuries des médecins, donc on donne priorité ici aux médecins, aux infirmières, aux collaborateurs administratifs, aux cadres juridiques et éventuellement tout le monde est bienvenu. Il y a même des pensionnés qui viennent à la recherche de nos fonctions. Selon une étude, un quart des professionnels de la santé souhaitent changer de métier. Le secteur est sous tension et peine à convaincre
Et selon les organisateurs, la solution à ces difficultés passe par une meilleure information sur les carrières et les avantages du secteur public, avec le recrutement comme première étape. Véronique Guenne, à nouveau. Effectivement, il y a beaucoup de tensions et si on recrute de plus en plus de personnes, mais forcément, il y aura moins de tensions sur les épaules des autres. Avec plus de 800 inscrits, le premier Job Day a été un succès en espérant avoir touché sa cible. Z sur 7 à la une. Il y a 40 ans, IKEA déménageait en Belgique. Aujourd'hui, l'entreprise suédoise compte un chiffre d'affaires d'1,198 milliard €. Une réussite qui s'explique par leur stratégie commerciale. André Schmidgall, CEO d'IKEA Belgique. We are really happy to concentrate on our customers. So we want to create a better everyday life for the many people. And one important part is affordability, sustainability and convenience. À l'époque, IKEA débarque avec une stratégie bien rodée, une mise en scène de l'immobilier et un bon rapport qualité-prix. Jean-Claude Jouret, professeur en marketing à l'ISTEC et l'ICHEC, explique l'approche du groupe. Rester tout près de la demande des consommateurs et donc de répondre à ce qu'ils attendent. Mais c'est vrai qu'à l'origine déjà, ils avaient pratiqué ce qu'on appelle un marketing expérientiel en proposant une garde des enfants, ce qui permettait aux parents de déambuler très facilement dans le magasin et ensuite d'allonger le temps passé dans le magasin en proposant le restaurant. IKEA a d'ailleurs réussi le pari de transposer l'expérience immersive sur Internet. Jean-Claude Jouret. Si vous voulez, il y a une démultiplication, c'est pas simplement un canal qui se met à côté d'un autre, c'est pas un canal qui s'ajoute, c'est tout simplement un canal qui vient renforcer et il y a un renforcement mutuel entre les deux canaux de distribution, donc la distribution physique et la distribution à distance. L'entreprise est en constante évolution et ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit de nouveaux projets qui se concentreront sur l'utilisation d'intelligence artificielle et d'automatisation pour rendre l'expérience des clients plus pratique. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier analyse le cours des marchés. Aujourd'hui, Vincent Juvins de la banque JP Morgan donnera son analyse de la situation budgétaire des pays européens. Rappelons-le, 8 États membres font l'objet d'une procédure de déficit excessif, dont la Belgique, mais aussi la France. Le gouvernement français présentait d'ailleurs son budget à l'Assemblée générale hier. Ce problème budgétaire qui était préexistant vient s'ajouter à un problème politique qu'on a depuis évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin. Et à ce moment-là, on a vu les coûts de financement de l'État français augmenter relativement aux coûts de financement de l'État allemand, qui est réellement l'élément de mesure du stress sur les marchés. Il faut savoir que l'écart est historiquement en dessous de 0,5%. On est à 0,77%, donc ça témoigne d'une certaine tension. Alors les marchés sont quand même encore relativement sereins. On parle de coupes budgétaires potentiellement annoncées ce soir. On évoque le chiffre de 60 milliards d'euros, répartis avec 40 milliards de baisse de dépenses et 20 milliards de hausse d'impôts. Mais on est conscient que ça va être un exercice difficile pour le gouvernement Barnier, qui est un gouvernement finalement qui repose sur des bases relativement fragiles et qui dit baisse des dépenses, dit évidemment mécontentement. Donc il faudra voir si l'Assemblée nationale suit le gouvernement dans ses propositions, ce qui semble en l'état actuel des choses peu probable à suivre, mais c'est évidemment quelque chose que les marchés scruteront avec beaucoup d'intention. Plusieurs échéances arrivent pour les gouvernements. La précédente échéance, c'était le fin septembre. La Belgique a demandé un délai. En l'absence du gouvernement, il était évidemment difficile de produire un budget. Le budget, d'ailleurs, est l'une des raisons pour lesquelles la formation du gouvernement a du mal à avancer, au niveau de l'État fédéral comme au niveau de Bruxelles notamment. Ils ont reçu un délai supplémentaire jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc on verra évidemment. Entre-temps, pour la France, ça ne veut pas dire qu'on peut se reposer sur ses lauriers. Il y a un certain nombre d'agences de notation qui vont devoir s'exprimer sur la situation budgétaire française dans l'intervalle. Fitch, dès demain, alors il n'y aura sans doute pas évidemment de modification de la notation crédit de la France demain. Par contre, S&P, Moody's, dans le courant du mois d'octobre et du mois de novembre, devront s'exprimer sur la situation budgétaire française. Or, elle s'est dégradée. On tablait sur un déficit de 4,4% du PIB jusqu'il y a peu. Ce déficit atteint aujourd'hui 6% du PIB. C'est beaucoup. Il faut le réduire, en vertu notamment du pacte de stabilité et de croissance de la Commission européenne. Vous l'évoquiez, si la France est sous le coup d'une procédure de déficit excessif, c'est qu'elle s'écarte
sur son déficit et sur son niveau d'endettement de ce qui est repris notamment dans ce pacte de stabilité et de croissance. Donc il faut vraiment des coupes budgétaires ambitieuses, c'est celles qui sont sur la table aujourd'hui. On verra s'il sera possible vraiment de les réaliser. C'est absolument important pour l'État français qui consacre aujourd'hui plus de 50 milliards d'euros par an au remboursement des intérêts sur la dette. C'est l'un des premiers budgets de l'État français, à l'heure où la France est confrontée, comme la Belgique, à plein de sujets, évidemment, de défis importants, notamment le vieillissement, les pensions ou quoi aux caisses. C'est un gaspillage d'argent public qui est tout à fait inutile. Donc, il est important à la fois de garder la confiance des marchés pour ne pas voir les coûts de financement augmenter et de garder le contrôle sur sa dette. Alors, on en parle pour la France aujourd'hui, on en parlera cet automne, beaucoup pour la Belgique également. Des situations qui font craindre une crise de la dette en Europe. Alors il faut être prudent, je pense qu'on peut craindre en tout cas un retour de la volatilité sur les marchés obligataires, on peut craindre que les coûts de financement des pays qui ne rempliraient pas leurs obligations vis-à-vis de Bruxelles augmentent. Cela étant, je pense que le scénario du pire tel que celui qu'on a pu vivre 2011, 2012, 2013 en pleine crise de la dette est a priori exclu à ce stade. On a réformé les institutions européennes depuis, on a notamment un régulateur bancaire, la BCE, qui contrôle les banques de manière uniforme, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Banques qui sont naturellement exposées aux dettes publiques européennes, et de telle manière qu'on va éviter de voir ce qu'on avait vu en 2011-2012, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un impact au niveau de la dette souveraine, que ça impacte le système financier, les banques et donc leur capacité à prêter, et qu'on ait un effet d'emballement sur l'économie réelle. Donc les institutions européennes, Banque centrale, mais également Commission européenne, sont aujourd'hui mieux équipées pour adresser ce type de problème. La BCE dispose même d'un outil qui s'appelle le TPI, qui lui autorise à racheter de la dette publique si on devait voir les coûts de financement augmenter de manière trop malade. Ça n'existait pas en 2011-2012, donc nous n'aurons sans doute pas de telles déconvenues. Par contre, entre ce moment-là et la situation actuelle, il peut encore se passer beaucoup de choses, et malheureusement, ça entraîne une augmentation des coûts de financement, et donc une perte, en tout cas, d'argent public tout à fait inutile. Il faudra garder un œil sur les budgets des pays européens, notamment celui de la Belgique lors de la formation du prochain gouvernement. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Pour conclure cet épisode, Itinéra s'est penché sur la dépendance de l'Europe envers la Chine, notamment pour certains matériaux. Karel Volkart vient répondre à 3 questions sur le sujet. Pour commencer, à quel point sommes-nous dépendants de la Chine ? La Belgique, tout comme l'Europe, s'inquiète de sa dépendance vis-à-vis de la Chine pour l'importation de matériaux critiques comme le lithium, le cobalt ou le nickel, mais aussi pour les équipements médicaux ou électroniques. Les chercheurs de notre Banque nationale ont récemment publié une analyse cartographiant la dépendance de notre pays, ainsi que de l'Italie, de la France, de l'Espagne et de la Slovénie, envers les pays alignés avec la Chine. Le focus a été mis sur 667 matériaux critiques, les puces électroniques ou l'insuline. Deuxièmement, à quel point l'industrie manufacturière européenne dépend-elle de l'importation de matières premières critiques en provenance de la Chine et des pays alignés ? Un sondage réalisé par la Banque centrale européenne, par les banques centrales d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne, indique que 4 entreprises majeures sur 10 en Europe importent des matériaux critiques depuis la Chine. La part de ces matériaux critiques dans les achats totaux des entreprises est limitée, environ 6%. Mais 90% de ces importations ne peuvent pas être facilement remplacées par des importations provenant d'autres pays. Les différences entre les pays, les secteurs et les entreprises sont bien sûr importantes, mais si l'on inclut les petites entreprises, 70% des importations sont difficiles à substituer. Troisièmement, est-ce que cela concerne uniquement la Chine ? Non. La Chine représente environ 30% des importations de matériaux critiques vers l'Union européenne. De plus, des importations proviennent également des États-Unis, 18%, et du Royaume-Uni, 7%, à peu près comme en Suisse. La Russie, par exemple, ainsi que l'Ukraine, comptent pour environ 2,5% chacune. Les pays les plus proches de la Chine dans cette analyse sont le Pakistan et la Russie. Et pour finir, quel est le niveau de risque ? Les chercheurs de la Banque nationale, sous la direction de leurs collègues italiens et de la Banque centrale européenne, ont trouvé que, presque naturellement, les plus grandes entreprises sont responsables de la majorité des volumes d'importation. Mais que les plus grands risques individuels de perte de valeur ajoutée se trouvent chez les petites entreprises, car elles diversifient peu leurs achats. Cependant, tous secteurs confondus, leur analyse montre qu'une réduction de la moitié des importations de matériaux critiques en provenance de la Chine et compagnie entraînerait une perte de valeur de 2%
pour l'industrie manufacturière belge, tandis que d'autres pays, comme l'Italie, pourraient subir une perte de l'ordre de 3%. Dans tous les pays, cette perte est imputable pour les 3/4 aux 25% des plus grandes entreprises. En Belgique, les risques se trouvent principalement dans les secteurs de la construction de machines et des équipements électroniques. Viennent ensuite les secteurs de la chimie et des métaux, qui sont tous des secteurs clés de notre économie. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes avec Anne Marchand et en prime, le regard d'Hamid Faljaoui sur un fait d'actualité. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Cathy, du Centre pour la cybersécurité Belgique. En collaboration avec Febelfin et la Cyber Security Coalition, nous unissons nos forces pour une campagne annuelle sur la cybersécurité. Nous pouvons compter sur la coopération enthousiaste de plus de 600 organisations. Cette année, nous voulons encourager les citoyens, les entreprises et les organisations à activer l'authentification à 2 facteurs sur leur compte en ligne. Nous comptons sur le soutien de nombreuses organisations partenaires pour partager la campagne auprès des citoyens, des clients et des étudiants. Nous fournissons gratuitement des affiches, brochures, bannières, vidéos et matériel pédagogique aux organisations et aux entreprises. Vous souhaitez également mener une campagne dans votre entreprise et encourager vos collègues à activer l'authentification à 2 facteurs? N'hésitez pas. Ensemble, nous pouvons empêcher les cybercriminels d'entrer. Tout le matériel est disponible sur safeonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.